Bonjour, bienvenue dans ma troisième et dernière vidéo sur cette série consacrée à la refondation de la République française à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici, il s'agira de s'intéresser à la vision à plus long terme du gouvernement provisoire de la République française qui souhaite préparer l'avenir en refondant une nouvelle France plus démocratique, plus juste et plus moderne. Les réflexions sur ce que sera la France d'après-guerre ont d'ailleurs été nombreuses et parfois contraires. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des experts de cette époque partent du constat d'un effondrement total de la République française en mai-juin 1940. Cette situation, qui ne doit plus se renouveler, dépasse la simple volonté de reconstruire à l'identique et implique ainsi de refonder une République française modernisée qui dépasse la Troisième République défaite dans les domaines socio-économiques et politiques. Dès lors, le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, doit relever 3 défis majeurs. Déjà, la reconstruction matérielle et économique, car le pays est dévasté par les combats et les destructions. Ensuite, les réformes politiques et socio-économiques. Il faut refonder une république modernisée sur des bases solides pour éviter un nouveau déclin et se projeter de manière confiante dans l'avenir. Enfin, le rôle de la France dans le monde, il faut repenser et redonner à la nation une place sur l'échiquier international. Donc en première partie, on va déjà traiter des défis de la reconstruction. L'état économique et social de la France en 1944 est catastrophique. L'industrie et les infrastructures sont en ruine. Les bombardements alliés et les destructions stratégiques opérées par l'occupant ont anéanti une grande partie du réseau ferroviaire et des installations industrielles. Parmi ces destructions, on dénombre près de 9500 ponts routiers et ferroviaires, 3000 km de voies ferrées et près de 2 millions d'immeubles partiellement ou totalement détruits. De plus, 500 000 hectares sont à déminer, près de 2000 communes sont déclarées sinistrées et 1 million de familles sont sans abri. Les pénuries alimentaires et énergétiques paralysent également le pays, tandis que la population souffre de malnutrition et de conditions de vie précaires. En effet, pendant la guerre, les productions agricoles et industrielles ont respectivement baissé de 40% et 60%, provoquant une baisse des salaires et du pouvoir d'achat. La nourriture, l'énergie et les vêtements manquent également. Le gouvernement maintient par conséquent des cartes et titres de rationnement pour de nombreuses ressources jusqu'en 1949. Mais la reconstruction matérielle ne suffit pas. Il faut aussi engager de grandes réformes en profondeur pour éviter un retour aux faiblesses de la Troisième République. Le gouvernement provisoire de la République française engage ainsi un vaste programme de réformes inspiré du programme du Conseil national de la résistance, CNR, et des ordonnances du CFLN à Alger. L'objectif est de garantir une démocratie plus solide et une société plus juste. L'une des premières avancées est l'octroi du droit de vote aux femmes. Par l'ordonnance du 21 avril 1944, approuvée par le CFLN d'Alger, puis confirmée par celle du gouvernement provisoire de la République française du 9 août 1944, il est établi que les femmes, je cite, seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Pour la première fois, les Françaises participent aux élections municipales d'avril-mai 1945 et aux élections législatives d'octobre 1945, où 33 députés sont élus. C'est un tournant majeur pour la démocratie française. Ensuite, comme autre grande nouveauté structurelle, le GPRF instaure, le 4 octobre 1945, la sécurité sociale, une réforme inspirée à la fois
des réflexions mondiales portant sur l'État-providence durant la crise économique de l'entre-deux-guerres, mais aussi du programme du CNR. Son objectif, porté par Pierre Laroque notamment, est double et repose sur deux principes fondamentaux. En premier lieu, l'universalité qui doit permettre à tous de bénéficier des mêmes prestations, indépendamment de ses revenus propres. En second lieu, le principe de protection contre tous les aléas de la vie et le soutien aux familles, afin de couvrir les citoyens contre les risques majeurs, maladies, vieillesse, accidents du travail, famille. Son financement repose sur des cotisations sociales qui ne sont pas complétées à l'époque par l'impôt. Cette réforme, qui instaure un véritable État-providence, améliore considérablement la vie des Français et devient un pilier du modèle social du pays. Enfin, pour éviter une reprise en main par des intérêts privés et moderniser l'économie, le GPRF procède enfin à des nationalisations stratégiques. Ainsi, sans remettre en cause le système capitaliste, des mesures sont prises pour affirmer la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, la primauté du politique sur l'économie et la responsabilité sociale de l'activité économique. Plusieurs secteurs clés sont ainsi concernés. On peut par exemple citer l'énergie, avec EDF et GDF, les transports, SNCF, les banques, comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, ou enfin certaines industries, notamment Renault, dont le propriétaire a d'ailleurs collaboré avec l'occupant. Ces nationalisations permettent de garantir une meilleure planification économique et d'assurer un contrôle par l'État sur des secteurs vitaux. Enfin, la reconstruction de la France ne se limite pas à la politique intérieure du pays. Le GPRF veut aussi redonner à la France un rôle international de premier plan. D'une part, le GPRF pense au nouveau positionnement de la France sur la scène mondiale. Si la France a été absente des grandes conférences alliées durant la guerre, comme celle de Téhéran, Yalta ou encore Potsdam, De Gaulle fait tout pour associer la France à la victoire de la guerre. Ainsi, les officiers Delattre de Tassigny et Leclerc signent pour la France la capitulation allemande du 8 mai 1945. De plus, la France participe activement à la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et devient l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, affirmant ainsi son statut de grande puissance. Elle participe également aux réflexions sur le devenir de l'Allemagne dans une perspective de reconstruction européenne, notamment vis-à-vis des grandes superpuissances d'après-guerre que sont les États-Unis et l'URSS. D'autre part, la France compte bien retrouver la pleine souveraineté sur son immense empire colonial qui a largement contribué à la victoire finale durant la guerre. Néanmoins, le GPRF choisit de conserver l'empire colonial français sans prendre en compte les aspirations indépendantistes des colonies, ce qui entraîne rapidement des tensions en Indochine, qui proclame son indépendance au Vietnam par la voie d'Ho Chi Minh, le 2 septembre 1945, ou bien encore en Algérie, où les revendications nationalistes sont réprimées dans le sang le 8 mai 1945 à Sétif et Guelma. La refondation de la France après la Libération marque ainsi une rupture avec le passé et une modernisation profonde du pays. Grâce aux réformes du GPRF, la France devient une démocratie plus solide, dotée d'un État-providence puissant. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de reconstruction économique et de politique coloniale. Cette période pose les bases de la 4e République, qui devra relever de nouveaux défis et faire face à des crises majeures. Mais les principes établis à la Libération, notamment la protection sociale et les droits démocratiques, restent des acquis fondamentaux de la France contemporaine.